cet ensemble d'enseignements porte sur la gestion de l'innovation et sur la création d'entreprises. Alors, je regroupe ce cours, le cours sur la gestion de l'innovation, avec le cours sur la création d'entreprises qui se trouve ici, parce qu'en fait, il y a beaucoup de thèmes, les thèmes sur la stratégie d'entreprise, les thèmes sur la gestion de projet, même sur l'analyse fonctionnelle, les thèmes sur les stratégies de prix ou les thèmes sur la propriété industrielle, qui sont communs à l'enseignement sur la gestion de l'innovation et à l'enseignement sur la création d'entreprise. Donc, on verra d'abord l'économie de l'innovation. Là, c'est toutes les grandes définitions des concepts de base. Ensuite, on parlera de gestion, avec une partie qui portera sur l'analyse fonctionnelle. Ensuite, il y aura une partie sur la gestion et la stratégie d'entreprise, qui portera plus particulièrement sur les aspects stratégie, sur les aspects organisation d'entreprise et sur les aspects gestion de projet. On parlera plus spécifiquement du prix, même si on en aura quand même un petit peu parlé aussi dans les parties précédentes. On parlera plus précisément des brevets, qu'est-ce que c'est qu'un brevet, comment on le dépose, à quoi ça sert, et des marques dans cette partie-là. Et enfin, dans la dernière partie, on reprendra tous les aspects sur la création d'entreprise dont on n'aura pas parlé dans les parties précédentes. Donc maintenant, je vais commencer la partie économie de l'innovation. Alors, on va d'abord parler du concept d'innovation. Qu'est-ce que c'est? On verra qu'il y a différentes intensités d'innovation possibles. On parlera aussi du processus d'innovation. Je me cadre sur l'entreprise surtout. On parlera aussi de la succession des systèmes de production industrielle, c'est-à-dire qu'on va voir qu'en fait, l'innovation n'a pas toujours eu la même place dans la stratégie des entreprises. Ça a évolué dans le temps. La manière dont les entreprises abordent les marchés et produisent, ce n'est pas la même au XIXe siècle, au XXe siècle et au XXIe siècle. Et enfin, en partie 4, on regardera des différences entre secteurs industriels, parce qu'elles sont fortes. L'innovation ne se présente pas de la même manière en pharmacie, en agroalimentaire par exemple, ou en chimie, ou dans les logiciels. Voilà pour le plan de ce cours sur l'économie de l'innovation. Donc on va voir la première partie, l'innovation. Qu'est-ce que c'est le concept d'innovation? Alors on va commencer par un économiste qui est le premier en fait à avoir bien cerné ce que c'est que l'innovation, c'est Schumpeter. Alors Schumpeter, vous voyez que c'est quelqu'un du début du XXe siècle, et pour lui, toutes ces situations-là, la fabrication d'un bien nouveau, l'introduction d'une nouvelle méthode de production, l'ouverture d'un nouveau débouché, la conquête d'une nouvelle source de matières premières et la réalisation d'une nouvelle organisation, tout ça, ça peut être considéré pour Schumpeter comme de l'innovation. Donc pour lui, l'innovation, c'est le moment de la réalisation de nouvelles combinaisons, mais dans un sens extrêmement large. Alors, Schumpeter est intéressant parce qu'il a considéré que l'innovation était ce qui déclenchait, ce qui faisait la croissance économique. Et maintenant, on dirait qu'effectivement, c'est le progrès technique, c'est la formation, la qualification des gens et l'innovation, c'est tout ça qui font la croissance économique. Il est aussi très intéressant parce qu'il a donné à l'entrepreneur une place particulière. Plutôt que l'entrepreneur, d'ailleurs, pour lui, l'entrepreneur, ce n'est pas une catégorie à part, ce n'est pas un acteur particulier. C'est plutôt l'esprit d'entreprise qui, en fait, peut être, et l'esprit d'innovation qui, en fait, peut être porté par des tas d'acteurs différents. Et c'est cet esprit d'entreprise et d'innovation qui crée la croissance économique. Et pour lui, l'entrepreneur qui est intéressant, c'est l'entrepreneur innovateur. Après, il y a des entrepreneurs imitateurs, mais ceux-là, ils sont quand même un petit peu moins utiles, même s'ils sont utiles aussi, mais il y a une hiérarchie dans l'utilité pour la croissance. Donc pour Schumpeter, l'entrepreneur, c'est celui qui innove, donc c'est celui qui essaie quelque chose de nouveau, qui crée une activité nouvelle, et donc c'est celui qui prend un risque. Et pour Schumpeter, le profit, la rémunération qu'on appelle le profit, c'est-à-dire hors intérêt des financiers, des banques, le profit se justifie pour Schumpeter par ce risque. Profit, en fait, pour Schumpeter, c'est la rémunération de l'activité d'entreprendre, et entreprendre au sens innover, créer des choses nouvelles, créer des activités nouvelles. Alors, il a aussi, Schumpeter, pensé au fait qu'il y avait des innovations majeures
et puis qu'ensuite ces innovations majeures se diffusaient dans l'économie. Il parle de grappes d'innovation mineures qui se diffusent dans l'économie. Alors pour lui, c'est ça qui crée la croissance. Et pour lui, il pensait que l'économie se développait par cycles liés à ces innovations majeures. En fait, on s'est aperçu qu'on ne trouvait pas de cycle. Il n'y avait pas de cycle. Le progrès technique, les innovations passent dans l'économie de façon continue et progressive, et ce n'est pas cyclique. S'il y a des cycles, c'est lié à autre chose, et c'est plutôt des cycles à court terme que des cycles à long terme, comme les pensait Schumpeter. Donc pour lui, il y a des innovations majeures. On peut penser à la machine à vapeur, qui a d'abord été une chaudière, et puis ensuite qui a été une machine à extraire l'eau des mines quand elles étaient inondées. Puis ensuite, c'est passé dans le textile, pour mécaniser tout le textile, et puis ensuite, c'est passé dans les chemins de fer. Et la machine à vapeur, c'est une innovation qui s'est diffusée dans l'économie par des grappes différentes. Et donc cette notion, elle est toujours vraie. Qu'est-ce que vous pourriez trouver aujourd'hui comme innovation diffusante, comme ça, qui se diffuse dans l'économie? Là? Oui, peut-être. L'imprimante 3D, peut-être, on va voir. C'est possible, mais pour l'instant, on va voir. On nous promet effectivement qu'elle sera diffusante. On va voir. Oui, maintenant c'est commercialisé, c'est vrai, ça existe. Ça ne veut pas dire encore que c'est diffusé. Mais je pense que ça se diffusera, je pense que vous avez raison. Quoi d'autre qui est plus évident? Le J'ai pas compris. Ah, les big data. Oui, effectivement, les big data, c'est quelque chose qui s'est diffusé. Un peu moins Internet, tout ce qui est transformation, tout ce qui est communication électronique, c'est par définition l'archétype de l'innovation majeure, diffusante, qui transforme complètement l'économie. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, Schumpeter, il a aussi fait quelque chose d'important. Il a distingué l'invention de l'innovation. En fait, Schumpeter, pour lui, la découverte scientifique et l'innovation et l'invention, c'était la même chose. Mais ça tient un petit peu à ce qu'était la science et la création dans son entreprise de son temps. Donc pour lui, l'invention, la découverte scientifique, il avait tendance à confondre les deux. Maintenant, on dirait qu'il y a la découverte scientifique, l'invention et l'innovation. Mais Schumpeter a bien vu que l'invention et l'innovation, ce n'était pas la même chose. Alors la découverte scientifique, vous connaissez, donc c'est un phénomène qui préexiste avant qu'on le mette à jour, en fait, qu'on le théorise, qu'on le fasse, qu'on l'explique. Ça, c'est c'est le rôle de la science. L'invention, qui est le fait de créer quelque chose de nouveau, mais on le crée, on l'imagine. D'abord, on l'imagine, on le conçoit, ensuite on le crée. On ne va peut-être pas forcément le diffuser. Parfois, on va le diffuser, mais parfois, ça ne va pas être diffusé très largement. Et l'innovation, qui est en fait de l'invention, mais de l'invention pour faire du business. Même si c'est un business social. Mais l'innovation, en fait, c'est l'invention pour faire une activité économique. Soit on crée une entreprise, soit c'est dans une entreprise déterminée, même si c'est une entreprise à but social. Donc c'est fait pour être utilisé par des clients. Donc une invention, en fait, une invention ne sera une innovation que quand elle aura trouvé des clients, et des clients qui acceptent de la payer son coût, en fait, qui acceptent d'en payer son coût, le coût plus la marge, plus le profit de l'innovateur, quand même. Il ne faut pas qu'il ait travaillé pour rien. Donc, vous voyez qu'il y a une très nette différence entre l'innovation et l'invention, de ce point de vue-là. Alors, pour Schumpeter, l'innovation et l'intégration d'une nouvelle ressource sur le marché, et Schumpeter a aussi souligné que travailler à faire des inventions et mettre en œuvre des innovations, en fait, alors on pourrait dire que là, c'est les inventions ou la recherche, le travail de chercheur et le travail d'innovateur, en fait, ce n'est pas tout à fait le même. Et souvent, ce n'est pas tout à fait les mêmes catégories de gens qui vont être bons pour faire de la recherche et qui vont être bons pour faire de l'innovation. Alors, il y en a qui sont bons, il y a des gens qui sont bons dans les deux aspects, mais souvent, un chercheur, il va être beaucoup plus sur la recherche scientifique amont, assez fondamentale, et il ne va pas très bien voir quelles applications pratiques on pourrait faire de ces travaux, ou parfois il va penser qu'on peut les appliquer, et il va imaginer que c'est réellement applicable, alors qu'en fait,
ça va être, par exemple, trop cher pour les usages qu'il imagine, et en fait, donc, ça ne peut pas se vendre. Hein. Alors, par contre, un innovateur n'est pas forcément un bon scientifique. Ça dépend. Il y en a. Il y en a, on peut dire que c'est les meilleurs, ceux qui sont à la fois innovateurs et bons scientifiques, mais ce n'est pas toujours, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, l'innovation n'existe que quand le marché l'a validée. Donc, il faut qu'il satisfasse des clients. Le fait de dire que la sanction du marché est directe ou indirecte, c'est simplement qu'ici, direct, quand vous vendez des produits, des services directement à des clients. Mais parfois, une entreprise, elle va innover dans son procédé, elle va innover en créant une machine, et là, elle ne va pas vendre, parfois elle ne vend pas directement le procédé et la machine, et c'est quand même une innovation parce que ça va lui servir à vendre des nouveaux produits, à vendre des nouveaux services. Et là, la sanction du marché, elle sera indirecte, ce sera si ces nouveaux produits se vendent ou pas, qu'elle verra si son procédé est réellement une vraie innovation. Mais le fait que l'innovation doive satisfaire des clients, ça fait qu'il y a des innovations qui sont des échecs. À la limite, une invention, on peut dire si ça marche à peu près chez l'inventeur, c'est une réussite. Une innovation, ça marche à peu près chez vous, vous trouvez que vous avez une idée géniale, mais ça ne sera peut-être pas une réussite pour autant. Il y a tout un travail pour passer de l'invention, de son idée géniale, à l'innovation, à quelque chose sur le marché qui rencontre un marché. Voilà, ça c'est... Alors, l'innovation exige donc, puisqu'il s'agit de créer quelque chose de nouveau, une créativité. On peut essayer de définir la créativité par le fait d'élaborer des relations entre différents éléments que personne n'avait avant pensé à mettre en œuvre ces relations-là. C'est souvent ça, la création. C'est qu'on rapproche des choses que personne n'avait rapprochées avant. Innover en entreprise. À votre avis, est-ce que c'est facile d'innover en entreprise? Ça dépend à quelle place on est. Je veux dire, si on est le DG, c'est plus facile que si on est au bas de la hiérarchie. Si on est dans le département de R&D, effectivement, on est payé pour innover. Effectivement. Oui? Ça dépend de la place de l'entreprise sur le marché, oui. Ça dépend aussi comment l'entreprise est gérée. Hein. Ça dépend aussi de la stratégie de la direction générale vis-à-vis de l'innovation. Il y a des entreprises qui sont très ouvertes à l'innovation et il y a des entreprises qui le sont moins. Il y a des entreprises qui, au contraire, cherchent l'innovation et cherchent l'initiative de leurs salariés et d'autres qui sont plus rigides, plus hiérarchisées et qui préfèrent que les salariés fassent ce qu'on leur a... suivent les procédures et fassent ce qui est prévu, mais sans prendre d'initiative, sans aller chercher de nouvelles choses. Alors, pourquoi ça? Bien parce qu'il faut voir que les entreprises, et particulièrement les grands groupes, pour faire les choses efficacement, elles cherchent et elles finissent par mettre en place des procédures. Des procédures pour arriver à produire à moindre coût. Donc avec moins de travail, plus de productivité, avec moins de déchets, moins de produits qui sont ratés, avec moins de matières premières. Donc, elles mettent en place des procédures pour être efficaces. Après, ces procédures, il faut les appliquer. Les groupes sont très procéduriers. Il y a des procédures, il faut passer par tel et tel comité avant de prendre une décision. Pour que votre décision soit validée, donc c'est long. Et il y a plusieurs stades à passer. Alors c'est très bien parce que c'est aussi ce qui fait que les grands groupes sont efficaces. Parce qu'effectivement, ils ont sélectionné des manières de faire qui sont efficaces. Il y a même des gens qui sont là pour vérifier qu'on suit bien les procédures. Vous pensez par exemple aux ingénieurs qualité, ils sont un petit peu là aussi pour vérifier qu'on a bien fait les choses telles que c'était prévu dans le plan qualité. Une seconde. Et donc, on parle de routine, on peut parler de routine en entreprise, elles sont efficaces, c'est des routines productives efficaces. Mais si l'environnement change, si tout d'un coup, vous ne devez pas faire le produit standard que vous avez l'habitude de faire depuis 2, 3, 5, 10 ans, mais que vous devez faire autre chose, la procédure qualité ne va pas être la même, et même les critères de réussite du produit peuvent être différents, et là, ça peut être beaucoup plus difficile.
Et plus l'innovation va être de rupture, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, mais plus elle va être nouvelle, on va dire, pour l'entreprise, plus elle va être intensément nouvelle pour l'entreprise, plus ça risque de bloquer. Hein, et dans l'entreprise, on risque de ne pas l'accepter. L'innovation, quand elle est forte, est souvent source de conflit. Parce que c'est quelque chose qui est en devenir. Donc chacun a sa vision de ce qui est en devenir. Et si on n'a pas la même, ça peut se terminer par un conflit. Donc, il faut retenir ça. Il faut un management particulier pour que les gens innovent. Parce que ce qui arrive aussi quand vous faites une innovation, c'est que je vous ai dit, parfois une innovation, elle échoue. Donc, si un ingénieur crée un nouveau produit, un nouveau service, et que sur le marché, ça ne se passe pas bien, s'il est stigmatisé pour ça, si ça le suit toute sa carrière, et que du coup, il grimpe moins vite dans la hiérarchie parce que son produit ou son service a échoué, eh bien, lui et tous les autres n'auront plus, ne proposeront plus d'innovation à l'avenir. Hein. Ils éviteront d'avoir de l'imagination. Donc, il faut avoir le droit à l'échec. Si vous voulez que le personnel prenne des initiatives et essaie de trouver des choses nouvelles à vendre, d'améliorer les produits existants et de trouver des choses vraiment nouvelles, il faut que ça puisse ne pas marcher. Sinon, ils vont être beaucoup plus prudents. Donc, je vous dis, là, ça dépend beaucoup. Hein. L'ambiance des entreprises de ce point de vue-là peut être très différente d'une entreprise à l'autre. Hein. Chacune a sa culture, ses normes, hein, ses manières de faire. Et donc, ça peut être assez différent. Alors, on reviendra sur ces aspects-là. Donc, on peut innover en produits, en services, on peut innover en procédés, on peut innover donc, en manière de fabriquer, en machine, on peut innover aussi en termes d'organisation. Si vous créez un nouvel itinéraire pour transporter les matières premières ou les produits, une innovation logistique, c'est une innovation. Si vous créez une filiale, vous créez une nouvelle division, c'est une innovation, mais organisationnelle. Vous pouvez innover aussi dans le mode de distribution. Aujourd'hui, quel est le type d'innovation dans le mode de distribution qu'on voit souvent ? La vente sur Internet, par exemple. Hein, c'est les drives, le fait de pouvoir commander par Internet, ce sont des innovations dans le mode de distribution. Et il peut y avoir des circuits courts. Oui, effectivement, les AMAP, les circuits courts, le fait d'aller chercher son approvisionnement pas loin, c'est aussi une innovation. Il y a aussi une innovation commerciale, purement commerciale. Par exemple, vous mettez des personnages Disney sur les packaging de vos produits. Ce n'est pas une innovation énorme, n'empêche que pour l'entreprise, ça va être à gérer comme une innovation parce qu'il faut gérer les étiquettes, payer les licences à Disney. Il y a plein de choses. C'est effectivement quelque chose de nouveau à gérer. Changer le packaging, faire des boîtes de conserve avec des couleurs vives, alors que jusqu'à présent, c'est plutôt avec des couleurs un peu ternes. Tout ça, c'est ce qu'on peut appeler des innovations commerciales. Il peut y avoir aussi des manières de faire payer ses clients différemment, qui sont aussi des innovations commerciales. Donc, il y a des liens entre innovation de produits ici et innovation de procédés, parce que parfois, pour innover en produit, vous aurez besoin d'innover en procédé, et inversement, si vous innovez en procédé, parfois ça vous permettra d'innover en produit ou, si c'est des processus d'organisation, en service. Alors, aujourd'hui, les innovations très fortes et qui marchent et qui sont très fortes sont souvent des combinaisons d'innovations à la fois dans le domaine du produit, de la technologie, des usages, de la manière dont le client utilise le produit, et des innovations de procédés, de manière de fabriquer, et des innovations organisationnelles et commerciales. Alors je dis aujourd'hui, mais c'est un aujourd'hui déjà très ancien, hein, parce que si on pense par exemple au premier téléphone portable, pour vous c'est extrêmement ancien, hein, vous êtes né avec un portable à la main, eh bien, il faut vous représenter les téléphones fixes. Les téléphones fixes, le téléphone avait une valeur en lui-même, on l'achetait ou on le louait, et puis on s'abonnait au téléphone. Quoi d'autre ? On s'abonnait au téléphone, point. Aujourd'hui, les premiers téléphones portables, le téléphone portable avait très peu de valeur.
Maintenant, il a repris de la valeur à cause des smartphones, etc. Mais au départ, les premiers téléphones avaient très peu de valeur, et ce qui permettait aux entreprises de se rémunérer, c'était l'abonnement. C'était les abonnements. Donc pour le consommateur, c'était une autre manière de payer ses communications, son téléphone. Et en plus, ces abonnements, eh bien, vous avez des tas d'options que vous pouvez choisir dans l'abonnement, donc toute une gamme de choix qui vous permet aussi un peu de faire, on dit enfin, l'entreprise vous propose un peu de s'adapter à votre manière de, si vous envoyez beaucoup de SMS ou pas, à votre manière de communiquer. Donc il y a une customisation, ce qu'on appelle aux clients, par une large gamme d'options d'abonnement. Donc vous voyez que le téléphone portable, l'arrivée du téléphone portable, ça a été aussi une innovation dans la manière de faire payer les clients et dans la manière de... Alors, ensuite, au niveau technologique, le téléphone portable, en fait, les technologies existaient déjà. Quand on a créé le portable, les réseaux hertziens, on connaissait. Les cartes à puce aussi, on connaissait. Et en fait, ça a consisté à réunir tout ça, les réseaux hertziens, les cartes à puce, et à organiser. Il y a eu aussi de l'innovation organisationnelle, puisqu'il a fallu implanter des antennes un peu partout pour que vous ayez la communication en portable. Et donc organiser les gens qui gèrent les réseaux hertziens avec les gens qui fabriquent les portables. Et maintenant, avec les smartphones, il faut aussi, disons, s'organiser avec les gens qui font toutes les applications que vous avez sur votre smartphone. Mais là, c'est encore une autre évolution. Mais vous voyez que donc il y a à la fois de l'innovation dans le produit, il y a de l'innovation dans la manière de faire payer le produit, il y a de l'innovation dans l'organisation, dans tous les partenaires qui s'organisent pour faire marcher ce produit. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus plusieurs partenaires pour faire marcher une innovation forte. Alors, l'intensité de l'innovation. Nous avons l'innovation incrémentale, progressive. C'est l'innovation d'amélioration. On améliore quelque chose qui existe déjà. Et l'innovation radicale ou de rupture, c'est quoi l'innovation radicale ou de rupture ? C'est justement quelque chose qui va être totalement différent de ce qu'on avait avant. Voilà, on crée quelque chose qui n'existait pas avant. C'est ça l'innovation radicale et de rupture, on crée quelque chose qui n'existait pas. Alors, parfois, il y a des choses qui peuvent être entre les deux, ça se discute, parce qu'il peut y avoir des ruptures aussi qui ne sont pas au niveau technologique, mais au niveau de l'usage, de la manière d'utiliser les choses. Mais en gros, c'est une différenciation qui est importante à connaître. Alors, on verra aussi que, là, je vous donne 7 définitions d'innovation radicale et de rupture. On verra qu'il y en a d'autres. Il y en a en tout cas une autre que je vous expliciterai par la suite. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme innovation radicale ou de rupture ? Oui, appareil photo numérique, effectivement. Des choses qui ont changé radicalement la vie des gens. Le Walkman. Le Walkman, ça devient une vieille innovation, là, le Walkman. Et c'était une innovation, c'est vrai. Ça a changé la vie des jeunes. Bon, si vous pensez à l'énergie, toutes les innovations énergétiques, c'était des innovations de rupture. La machine, je vous ai parlé de la machine à vapeur, après l'électricité, le nucléaire, tout ça, c'est une innovation de rupture qui est diffusante en plus dans l'économie. Dans ce qui a changé la vie des gens, si on parle un peu en histoire, pensez aux innovations pharmaceutiques. Les antibiotiques, c'est une innovation de rupture et qui a complètement changé la vie des gens, puisque quand même, ça a pas mal augmenté l'espérance de vie des gens. La pilule, c'est une innovation de rupture aussi, qui a totalement changé la manière de vivre des gens. Très importante aussi. Alors évidemment, aujourd'hui, on peut parler d'Internet, toute la communication électronique, c'est évidemment une innovation de rupture. Dans les innovations incrémentales, en agroalimentaire, qu'est-ce que vous connaissez comme innovation incrémentale aujourd'hui ? Il n'y en a pas ? On peut dire les yaourts enrichis en protéines, là, dont ils font la publicité, on peut dire que c'est une innovation incrémentale, c'est une amélioration. Si on sort de l'agroalimentaire,
dans l'automobile, le fait de faire une voiture plus silencieuse, de faire un tableau de bord plus design, tout ça, c'est des innovations incrémentales. Les téléviseurs à grand écran, on peut dire que c'est une innovation à grand écran. Ça se discute, peut-être, pour certaines personnes, ce sera de la rupture. Je tendance à considérer que c'est toujours un téléviseur, sauf qu'il est plus grand. Donc, je ne suis pas sûre qu'on l'utilise très différemment. Là. Alors, les innovations incrémentales, ce n'est pas parce qu'elles sont incrémentales qu'il faut les négliger, parce qu'elles sont importantes pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lui permet d'améliorer toujours son produit ou son service. Et on est dans un monde aujourd'hui où la concurrence est féroce. Donc, si vous n'améliorez pas votre produit ou votre service, les concurrents, eux, vont l'améliorer. Et donc, peu à peu, vous allez perdre des parts de marché. Et à terme, peut-être que vous allez faire faillite. Donc, vous êtes un peu obligé de faire en permanence de l'innovation incrémentale pour améliorer votre produit ou votre service. Vous êtes aussi obligé de faire de l'innovation incrémentale pour vous adapter aux nouvelles générations. Par exemple, vous êtes une nouvelle génération qui n'a pas du tout les mêmes manières de communiquer, les mêmes manières d'être ensemble, qui a d'autres goûts, qui a d'autres façons de vivre. Et il faut que les entreprises s'adaptent à ça. Si elles ne s'y adaptent pas, eh ben, comme les vieux vont finir par mourir, leur marché jeune, elles seront de moins en moins de parts de marché. Innovation agrémentale, par exemple, en agroalimentaire, les goûts des générations changent. Vos goûts en termes alimentaires ne sont pas les mêmes que ceux de vos parents ou de vos arrière-grands-parents. Et qu'est-ce qui a changé, par exemple, en alimentaire, dans les goûts? Qu'est-ce que vous aimez les produits plus sucrés, plus sucrés que vos parents ou vos grands-parents? Et vous les aimez moins quoi? Moins amers. Vous êtes beaucoup moins tolérant à l'amertume que vos parents ou vos grands-parents. C'est pour ça que, par exemple, sur le marché, les endives aujourd'hui, moi, je trouve qu'elles n'ont plus de goût parce qu'on fait des variétés d'endives qui ne sont pas amères pour vous plaire. Voilà, pour plaire aux nouvelles générations. Si on ne fait pas ça, forcément, vous n'achèterez pas d'endives. Et comme les gens comme moi finissent par disparaître, ce n'est pas intéressant pour l'entreprise. Donc, il faut qu'elle s'adapte, l'entreprise, aux jeunes générations pour maintenir ses parts de marché et les accroître. Donc, ne pas négliger les innovations incrémentales. Voilà ce que vous dit ces gestionnaires, ils vous ont dit. Certaines innovations ébranlent, détruisent et rendent obsolètes les compétences déjà établies. Ça, c'est les innovations radicales ou de rupture. D'autres les raffinent et les améliorent. Ça, c'est des innovations incrémentales. Parce qu'en fait, plus on améliore un produit, en fait, mieux on sait le faire. Donc, plus aussi les compétences de l'entreprise s'approfondissent quand on travaille à faire toujours mieux son produit ou son service. Alors, innovation radicale et de rupture, c'est intéressant pour l'entreprise, justement, parce que ça rend obsolètes les compétences établies, et en particulier celles de vos concurrents. Donc, quand on est une entreprise et qu'on sort une innovation radicale et de rupture, on espère bien que les concurrents, ils vont du coup proposer des choses qui vont devenir obsolètes, et donc on va prendre tout le marché. C'est ce qui peut arriver, ce qui arrive quand ça se passe bien. Quand on n'arrive pas à prendre le marché et qu'on a beaucoup investi dans l'innovation de rupture, c'est plus dur. Mais c'est ça qu'on espère. Alors, on va continuer à parler de ces différents types d'innovations à travers une typologie des innovations qui est vue du point de vue de l'entreprise. Parce qu'il faut bien voir qu'une entreprise, si elle fait un produit ou un service qui est nouveau pour elle, même si en fait il y a des tas d'entreprises qui le faisaient depuis plusieurs années, eh bien c'est nouveau pour elle, donc pour elle c'est de l'innovation. Donc il y a l'innovation du point de vue de l'ensemble du marché, puis il y a l'innovation du point de vue de l'entreprise. Et si l'entreprise fait quelque chose qui est nouveau pour elle, eh bien il vaut mieux qu'elle le gère comme de l'innovation. C'est-à-dire qu'elle le gère avec une attention particulière parce que ça ne lui est pas familier, parce qu'il faut qu'elle apprenne à le produire, elle apprenne à le faire bien. Donc il faut qu'elle le gère d'une façon particulière. Donc Abernathy et Clark, ils vous proposent 4 types d'innovation vues du point de vue de l'entreprise. Donc ils parlent d'innovation courante qui vont s'appuyer sur les compétences que l'entreprise a déjà, c'est-à-dire sur des technologies qu'elle connaît, sur des procédés qu'elle sait utiliser, et des innovations qui s'adressent à des clients que l'entreprise connaît, qu'elle a déjà pratiquées, dont elle connaît les critères d'achat. Donc ce sont des innovations, disons, qui vont demander moins d'investissement en travail que d'autres.
Ça se rapproche un peu des innovations incrémentales. Hein. Souvent, ça va être des innovations qui ne vont pas être des innovations de rupture. Hein. Souvent, elles vont plutôt être des innovations incrémentales, avec des changements mineurs. Mais effectivement, ce type d'innovations, elles sont très importantes. Elles sont très importantes parce que, bon, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut s'adapter toujours au goût des clients, et les clients, ils ont des goûts qui changent. Et aussi, il faut essayer de faire toujours mieux, par exemple, réduire les coûts. Et donc ça, c'est de l'innovation, hein, de réduire les coûts. Donc des entreprises qui font toujours en permanence des innovations courantes, même si ce n'est pas des ruptures, c'est des entreprises qui sont bien gérées. En agroalimentaire, par exemple, il y a des innovations courantes que le consommateur ne perçoit pas du tout. Par exemple, la réduction de l'épaisseur des boîtes de conserve. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu, mais les boîtes de conserve, avant, elles avaient des parois lisses. Parce qu'elles pouvaient être rigides, ces parois, en étant lisses. Parce qu'en fait, les parois étaient assez épaisses. Maintenant, ces parois sont comme de la tôle ondulée, quoi. Elles sont ondulées. C'est parce qu'elles sont beaucoup plus fines. Et pour garder la même rigidité avec une paroi beaucoup plus fine, eh bien, il faut avoir cette ondulation, ça permet de garder la rigidité. Et du coup, vous avez des boîtes de conserve qui intègrent beaucoup moins de métal. Hein, les parois sont beaucoup plus fines. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Un intérêt économique, moins de métal, hein, donc moins de matières premières. En plus, c'est moins lourd à transporter, donc les coûts logistiques sont moindres. Donc, c'est un énorme intérêt pour toute l'industrie qui fait de la conserve, hein, d'avoir réduit les... Ça a beaucoup impacté les marges. Le consommateur s'en est pas aperçu. Mais ça veut dire diminuer les marges, donc éventuellement, parfois, maintenir la marge et diminuer un peu le prix. Hein, donc c'est... surtout quand la grande distribution pèse pour que le fabricant diminue ses prix. Voilà. Adapter les recettes, donc je vous en ai parlé, mais il faut savoir que, par exemple, le biscuit... le petit beurre, eh bien, le petit beurre qui existait déjà quand vos arrière-grands-parents en mangeaient, ben en fait, ce n'est pas la même recette que le petit beurre d'aujourd'hui. Là aussi, il est le produit d'innovations courantes successives qui ont fait évoluer. En fait, ce n'est plus le même biscuit, même s'il a le même nom que celui que mangeaient vos arrière-grands-parents. Donc, c'est important de faire de l'innovation même pas, qui n'est pas de l'innovation de rupture, mais en faire en permanence pour améliorer son produit. Et ça permet aussi de rester à la pointe des compétences dans son secteur, hein, puisque les ingénieurs ils vont toujours chercher à savoir quelle est la meilleure manière de faire le procédé, est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont changé dans les ingrédients, dans les technologies qu'on pourrait adapter, hein, qu'on pourrait intégrer à ce qu'on fait maintenant. Donc c'est des innovations qui en fait sont très importantes. Les innovations de niche commerciale. Alors, les innovations de niche commerciale, là, on utilise ce qu'on sait faire au niveau technologique, au niveau procédé, et on essaie d'attaquer un marché nouveau. Alors, le problème, c'est que là, il n'y a pas du tout de barrière technologique, puisqu'il n'y a pas de nouveauté technologique, donc ça va être plus facilement imitable par les concurrents. Pourquoi c'est embêtant en innovation d'être imité par les concurrents? Parce que, voilà, parce qu'en fait, un innovateur, il a investi pour innover du travail, hein, éventuellement des équipements, donc il faut qu'il arrive à rentabiliser ça. Donc il faut qu'il ait une marge supérieure. Soit il aura une marge supérieure parce qu'en fait, il a réduit ses coûts, il vend le produit un petit peu moins cher, mais il a réduit ses coûts, donc en fait, augmenter sa marge. Et donc là, il va pouvoir rentabiliser son innovation. Soit, à coût égal, il vend le produit plus cher. En agroalimentaire, c'est généralement le cas. Les innovations de produits, en tout cas en alimentaire, sont souvent, on cherche à les vendre plus cher. Si l'entreprise est très vite imitée, eh bien, l'offre du produit nouveau va donc augmenter puisqu'il y aura plus d'entreprises pour la fabriquer, la produire, la mettre au marché. S'il y a plus d'offres, à demande égale, le prix va baisser. Le prix baissant, donc votre marge d'innovateur se réduit et finalement, vous pourrez arriver à avoir beaucoup investi pour fabriquer un produit nouveau. Il est en marché, mais il est en marché par tellement d'entreprises que
le prix est faible et que vous n'avez plus de marge dessus. Donc, les entreprises cherchent à se protéger quand elles innovent. Il vaut mieux qu'elles se protègent parce que sinon, tout l'investissement qu'elles ont mené, elles ne vont pas pouvoir le récupérer. Alors, les innovations de niche commerciale, forcément, c'est quelque chose dans lequel il n'y a pas de barrière technologique, il n'y a pas de nouveauté technologique, donc c'est très facile pour les autres entreprises. Vous avez mis des personnages Disney sur vos boîtes de conserve, rien n'empêche le concurrent, lui aussi, de signer une licence avec Disney pour mettre des personnages Disney sur ses boîtes de conserve. Vous faites un nouveau packaging, rien n'empêche votre concurrent de faire un packaging à peu près équivalent, à moins que vous ayez signé des accords particuliers avec votre fabricant de packaging. Donc, des innovations uniquement commerciales, c'est très facile de les imiter. Donc, ça va être très difficile de garder sa marge d'innovateur là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils vous disent que ça a difficilement un effet durable. Donc, en fait, si on est sur l'innovation de niche commerciale, il va falloir toujours relancer, retrouver d'autres innovations de niche commerciale pour relayer celles qu'on a fait avant. Donc, il va falloir toujours renouveler l'innovation de niche commerciale parce qu'en fait, on n'arrivera pas à se protéger des concurrents qui vont vous imiter très vite si ça marche, si c'est une bonne innovation commerciale. Les brevets, quand même, qui permettent de protéger tout ça. Pardon ? Les brevets, ça permet de... L'innovation commerciale, non. Les brevets, ça... Non. Les brevets, ça va... On en parlera, mais les brevets, ça vous protégera une innovation technologique s'il y a quelque chose de réellement nouveau, mais pas le fait de mettre... Alors, un packaging, s'il est très particulier, oui, vous pourrez le breveter, ou vous pourrez en déposer le design. Les capsules d'espresso, par exemple, c'est... Là, c'est breveté, mais il y a de la technologie dans les capsules. Il y a une innovation. Non, on va en parler, mais ce n'est pas seulement une innovation de niche commerciale, absolument pas. Innovation de niche commerciale, on peut parler, par exemple, quand une coopérative, la Sodial, a créé le premier yaourt à boire. Le yaourt à boire, c'est un yaourt liquide, donc il n'y a pas de technologie extraordinaire pour créer un yaourt à boire quand on sait fabriquer du yaourt. Donc c'est une innovation de niche commerciale. Il n'y a rien de technologiquement extraordinaire, mais ça a permis en fait d'aller conquérir un marché que le yaourt était un peu le dessert, ou alors pour les enfants. À partir du moment où on a créé le yaourt à boire, là on a réussi à conquérir plutôt des gens plus jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, et en faire un produit proche des boissons, proche des soft drinks, un produit un peu rigolo, un produit un peu fun, un peu dans le vent. Et c'est ça qui a fait le succès du yaourt à boire, qui dans un premier temps a été lancé et a été un flop d'ailleurs. Mais au deuxième temps, ils ont réussi. Et donc là, on peut dire que c'est une innovation de niche commerciale dans la mesure où ça permet d'aller sur un marché où on n'allait pas avant. Ce n'était pas le marché du yaourt, parce que les jeunes adultes, le yaourt, ce n'était pas tellement leur truc. Et je pense que, par exemple, les yaourts enrichis en protéines d'aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas une innovation technologique majeure que d'enrichir un yaourt en protéines. Par contre, ça sort un peu le yaourt du dessert pour aller vers l'Anka. Et je pense que ça va beaucoup vers la clientèle féminine, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les pubs, qui se dit enrichi en protéines. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de graisse, qu'il y a surtout des protéines, et donc c'est bon pour ma ligne. Donc je pense que là, on va plutôt vers l'Anka à destination de la clientèle féminine. Donc là aussi, ça permet d'élargir sa clientèle pour le yaourt en s'adaptant à ce type de segment particulier. On peut parler aussi de la cosmétique pour hommes, par exemple. La cosmétique pour hommes, je ne suis pas sûre qu'il y ait des... Bon, je pense qu'ils ont étudié, L'Oréal est une entreprise sérieuse qui a sûrement étudié les particularités des peaux masculines, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir d'innovation technologique majeure. Par contre, il y a beaucoup d'innovations en packaging. Les parfums ne sont pas les mêmes, les packagings ne sont pas de la même couleur, évidemment. Donc, c'est aussi, pour moi, cette innovation de niche commerciale. On essaie d'élargir le marché de la cosmétique au-delà de la clientèle féminine. Donc le problème de ce type d'innovation, c'est, vous voyez, la cosmétique pour hommes, je ne sais pas qui l'a créé, était le premier, mais c'est très vite imité. D'ailleurs, dans tout le marché, toute l'industrie cosmétique, l'innovation est basée sur l'imitation. Ils passent leur temps à faire ce qu'a fait, à regarder ce que font les voisins et à s'imiter les uns des autres. Ils le disent d'ailleurs. Et donc là, on est sur des innovations légères, on va dire, très légères, mais qui peuvent relancer l'activité. Le yaourt à boire, ça a beaucoup aidé Sodial. Les innovations révolutionnaires maintenant. Donc là, on a des innovations technologiques
et qui vont carrément rendre obsolètes celles qui existaient déjà. Et on va en général essayer de les vendre aux gens qui achetaient auparavant le même produit, mais version technologie ancienne. Donc l'intérêt, toutes les entreprises cherchent à avoir une innovation révolutionnaire pour faire faillite à leurs concurrents. Qu'est-ce que vous connaissez comme innovation révolutionnaire qui a fait faillite, qui a réussi à faire faillite à ses concurrents? Le smartphone, oui. Ouais, tout à fait. Quoi d'autre? On parlait tout à l'heure des appareils photo numériques. Le MP3 pour l'industrie du CD, absolument, qui n'existe plus. Les appareils photo numériques qui ont fait faire faillite d'abord, enfin qui n'ont pas fait faire faillite, mais qui ont beaucoup amputé la rentabilité de Polaroid, Polaroid qui faisait des photos instantanées, et qui, dans un premier temps, s'est réfugié dans le secteur des imprimantes, en tout cas sur le marché européen, et qui a fait faire faillite à Kodak. Kodak qui était le leader de la photo sur l'argentique, et Kodak qui faisait la plupart de sa marge sur les films argentiques, sur les pellicules, et donc qui n'a pas été dans le domaine du numérique, bien qu'en fait ils ont essayé, ils y ont été un petit peu, mais ils n'y ont pas été franchement. Ils ont essayé un petit peu, ils ont fait des appareils numériques. Ils ont fait des appareils numériques avec des films argentiques. Pourquoi? Parce que c'était sur l'argentique qu'ils gagnaient de l'argent. Donc c'est terrible pour eux. Une innovation arrive et casse ce sur quoi vous gagnez de l'argent. C'est des choses qui arrivent. Donc en fait, il faut que les entreprises fassent attention, soient alertées et cherchent à savoir s'il ne risque pas de se passer quelque chose de ce genre dans leur secteur. Donc les appareils photo numériques, Kodak a fini par faire faillite finalement. Le leader, et parce qu'il était leader en fait, il a été handicapé par sa position de leader. Le PDG avait dit, de toute façon, l'argentique, c'est extraordinaire, on en a pour 20 ans, on n'a pas besoin de se... Ils étaient persuadés qu'ils étaient leaders et qu'ils allaient le rester. L'aveuglement du leader, on appelle ça. Les protéines végétales. Dans les années 70, en Europe, se sont développées, on a essayé de faire des steaks à partir de protéines végétales structurées. On avait une technologie pour structurer les protéines végétales. On s'est dit, très bien, on va pouvoir faire des steaks, mais pas avec de la viande, avec du végétal. Intéressant. C'était dans les années 70. Ça a été un flop. Un flop très dur. Ça ne devait pas être très bon, à mon avis. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez des steaks de protéines végétales? Ben oui. Et oui, tous les steaks aux protéines de soja. Entre les deux, à mon avis, l'Asie a popularisé une très belle image du soja. La culture asiatique nous est parvenue. La culture asiatique et sa vision zen, et sa vision, le végétal, c'est bon, le soja, c'est bon pour la santé, etc. Et donc, quand on achète un steak de soja, en fait, on achète un peu de santé, quoi. Et bon, ils sont probablement aussi qu'ils ont fait beaucoup de progrès, je pense, du point de vue organoleptique. Je pense qu'ils sont bien meilleurs que ceux des années 70. Mais je pense aussi que nos mentalités ont changé. Et c'est vrai que c'est ça aussi, la réussite d'une innovation, c'est d'arriver à lancer quelque chose, mais il faut le lancer au bon moment. Il y a des moments où les usagers ne sont pas prêts, le marché n'est pas prêt. Le yaourt à boire a été lancé une première fois, ça n'a pas marché. On pense que ça n'a pas marché parce qu'en fait, les enfants, les adolescents n'avaient pas assez d'argent de poche à cette période-là. Et donc, n'avaient pas un pouvoir d'achat et un pouvoir prescriptif, en tout cas aussi sur les adultes, suffisant pour faire marcher le yaourt à boire. Oui? C'est pas un peu ce qui est en train de se passer par rapport au marché des insectes? Ah oui, le marché des aliments à base d'insectes, qui incorporent des farines d'insectes, effectivement, c'est difficile. C'est difficile parce que pour l'instant, ça a beau être meilleur du point de vue environnemental, les protéines à base d'insectes, eh bien, il faut aussi que le consommateur il ait envie de manger quelque chose qui, dans sa représentation, les êtres humains n'ont pas une vision très sympathique des insectes et donc pas forcément envie de manger des choses à base d'insectes. Effectivement, c'est peut-être la chose qui arrive trop tôt et peut-être que d'ici 15 ou 20 ans, finalement, ça paraîtra totalement normal et intéressant de manger des choses à base d'insectes. Tout à fait, c'est un très bon exemple.
donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une innovation révolutionnaire, c'est très bien si ça marche, parce qu'effectivement, vous allez être... le premier appareil photo numérique, ça a été lancé par Sony, hein, qui n'avait aucune expérience dans l'optique, mais qui était très bon dans l'électronique. Et donc, il a suffi de faire un partenariat avec des gens qui étaient bons dans l'optique et lancer les appareils photo numériques. Donc, Sony a réussi, là, en fait, à faire couler les autres gens. Il a complètement transformé le marché de l'appareil photo. Mais donc, ça peut échouer. Et comme on a beaucoup investi pour faire une innovation révolutionnaire, il faut beaucoup travailler, il faut mettre beaucoup d'argent, etc. Donc, c'est très lourd. Hein. Donc, quand ça échoue, c'est dur. Hein. On peut penser à Monsanto en Europe avec les OGM alimentaires. On ne peut pas dire que ce ne soit pas une innovation révolutionnaire. Hein. C'est une innovation révolutionnaire qui n'a pas marché en Europe, en tout cas. Aux États-Unis, ça marche. Aux États-Unis, les consommateurs ne savent pas s'il y a des OGM dedans ou pas. Donc, ça aide à pénétrer le marché. Donc, vous voyez que là aussi, ça, c'est une innovation révolutionnaire, mais qui a échoué. Alors, autre concept, les innovations architecturales. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand on prend des technologies qui existent déjà, mais on les combine entre elles d'une façon nouvelle. Et en général, on crée des usages nouveaux. Alors, un exemple, parce que moi j'ai discuté avec les gens qui ont conçu les cartes à puces pour les banques. C'était des gens de l'entreprise Schlumberger, qui étaient à l'époque très actifs dans l'électronique, et qui avaient racheté en tout cas des compétences dans l'électronique. Ils ont créé donc ils ont racheté en fait une entreprise française qui est la première à avoir créé la carte à puce. C'est un certain monsieur Moreno, un Français, qui a inventé les cartes à puce. Ils ont racheté sa start-up et ils ont décidé donc ce serait un marché intéressant, les réseaux bancaires qui étaient intéressés par ces cartes à puce pour faire ce qui existe maintenant partout, les cash dispensers. Hein, donc là, on va chercher de l'argent liquide, des appareils qui vous distribuent de l'argent liquide. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, pour créer cela, ces gens de l'électronique, en fait, les cartes à puce, ils connaissaient très bien, ça ne leur posait pas de problème. Les lecteurs de cartes à puce, ça ne posait pas de problème non plus. Ce qui posait de problème, ils travaillaient avec les réseaux bancaires, c'est que les réseaux bancaires, ils voulaient que la carte à puce, elle soit belle. Les banques, elles voulaient chacune pouvoir mettre leur logo et que la carte à puce, qui est le nom du client, c'est la carte à puce, pour les banques, c'est quelque chose qu'ils allaient vendre à leurs clients. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on vous vend, la carte bancaire. Et donc, il fallait qu'elle... Et au début, ces gens de l'électronique, le thermoformage, ils n'y connaissaient rien. Hein, ce n'était pas du tout leur cœur de métier, leur cœur de compétence. Donc, pour eux, ça a été très dur. Ils se sont dit, heureusement qu'on était les premiers sur le marché, parce que les premières cartes bancaires, elles étaient très, très laides. Parce que, il y a toute une technologie pour thermoformer. Il a fallu qu'ils se forment là-dessus. Donc, ils aillent sur des réseaux de compétences, eux, qui étaient dans l'électronique, sur des compétences qui n'étaient pas du tout les leurs, s'interroger sur les encres, sur le thermoformage, pour créer cette innovation qui était une innovation sacrément révolutionnaire quand même à l'époque. Une autre, je vous ai parlé du portable, du téléphone portable, c'est typique d'une innovation architecturale aussi, parce que toutes les technologies existaient, et puis on les a combinées d'une certaine manière, et puis on a transformé l'usage des gens. D'ailleurs, on peut remarquer on fait toujours remarquer sur le téléphone portable qu'on aurait demandé aux gens, à l'époque, en leur décrivant le téléphone portable, s'ils en voulaient, hein, à vous, à nous, si on nous avait demandé si on voulait un téléphone portable, en le décrivant simplement, probablement que ça n'aurait pas suscité l'enthousiasme. Parce qu'il y avait des cabines téléphoniques partout, parce que les gens... D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des études de fait, et les gens ont répondu, non, je suis beaucoup mieux chez moi pour téléphoner, ou alors, si j'ai vraiment besoin, je vais à la cabine téléphonique. Il y en a tous les 100 mètres, il n'y a pas de problème. Ce n'est qu'au moment où on a créé des prototypes et qu'on les a mis dans les mains des gens, que là, tout à coup, les gens ont découvert que c'était un usage intéressant. Donc ça, c'est intéressant du point de vue de l'usage, c'est qu'en fait, si on veut tester un marché avec une innovation architecturale, il faut mettre un prototype dans la main des usagers et voir et qu'eux explorent ce qu'ils peuvent en faire. Et il n'y a finalement que l'usager qui peut explorer les usages, mais il n'y a que l'entreprise qui fabrique qui peut faire le prototype. Donc il faut que les deux travaillent ensemble. Parce que ce n'est pas une entreprise qui peut complètement inventer les usages pour monsieur tout le monde.
que dans les entreprises, ceux qui font ça, c'est des ingénieurs. Les ingénieurs, ils ne sont pas exactement pareils. Ils n'ont pas exactement la même vie que monsieur tout le monde. Alors, on peut dire que bon, la tablette, c'est aussi une innovation, enfin pour moi, c'est aussi une innovation architecturale dans la mesure où ça combine un ordinateur, en fait, et un écran tactile. Et c'est la combinaison un peu de ces deux innovations technologiques qui fait l'intérêt de la tablette. Et ça a complètement changé. Enfin, il y a des gens qui étaient très peu sur Internet, en fait, et qui maintenant le sont énormément depuis qu'il y a la tablette. Donc, ça a effectivement changé énormément les usages. En général, celui qui est le premier à faire une innovation architecturale, le premier qui a inventé le téléphone portable, bah, finalement, il a inventé les normes du produit. Parce qu'en fait, si vous êtes le premier à faire un produit qui marche et à le vendre aux consommateurs, eh bien, ça va marquer les consommateurs. Pour eux, s'ils sont satisfaits de votre innovation, de votre produit ou de votre service, ça va rester pour eux la référence. Et ils vont rester fidèles à cette référence et à tout ce qui ressemble à ce premier produit. Dans une innovation qui n'est pas architecturale, mais par exemple, je vous ai dit Yoplait, les yaourts à boire. Yoplait a été le premier à mettre sur le marché les yaourts à boire. Et pour les gens, le Yop, donc le yaourt à boire de Yoplait, est resté longtemps le yaourt à boire. Et du coup, il a pu rester plus cher sur le marché, comme c'était une innovation justement qui n'avait aucune barrière technologique. Il a été très vite imité, le yaourt à boire. La Sodial a mis le Yop en marché. Et 6 mois, 1 an plus tard, Nestlé, Danone et maintenant les marques distributeurs, tout le monde fait du yaourt à boire. Ça prend quand même 6 mois, 1 an. Et pendant 6 mois, 1 an, c'était Sodial qui était le premier à être sur le marché avec le Yop. Sodial, c'était Yoplait à l'époque. Ça a changé depuis, ça a été racheté. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'était une coopérative qui a beaucoup innové à l'époque. Et donc, qu'est-ce que je voulais... Je ne sais plus où j'en étais. Pour vous dire que donc, dans ce cas-là, l'innovation, le premier qui l'a mis sur le marché a créé la référence du produit. Et a fortiori, si vous faites une innovation architecturale et que vous êtes le premier à faire quelque chose qui satisfait le client, vous allez créer la référence du produit. Et ensuite, tout le monde sera un petit peu obligé de faire le téléphone portable tel que vous l'avez conçu. Les premiers portables, donc le clavier, leur forme, leur poids, il a fallu un petit peu que tous les concurrents qui ont imité derrière imitent le produit du premier qui a fait quelque chose, le premier qui a fait quelque chose de satisfaisant. Parce que ceux qui faisaient un portable de 2 kilos, là, ceux-là, ils n'ont pas créé la référence du produit. Il y en a eu, mais... Donc, dans ces innovations architecturales, ce qui va être important aussi, c'est les normes. Donc, on va créer les normes du produit. Et ça peut durer longtemps, surtout quand on est dans des produits qui sont dans le domaine de la communication, puisqu'il faut que tout soit compatible entre eux. Et donc, vous allez créer une norme et après, les autres. Donc, il va y avoir des batailles sur les normes, déjà, pour être celui qui convainc les pouvoirs publics de définir la norme. Donc, il va y avoir des batailles entre les entreprises pour que la norme, ce soit celle de votre produit. C'est aussi une manière de gêner les concurrents et même de les couler. Et ensuite, ces normes de produits, elles vont perdurer. Donc, elles vont faire une barrière, en fait, une barrière à la concurrence. Donc, c'est très important d'être le premier aussi, particulièrement dans les innovations architecturales, parce qu'aussi dans ce type d'innovation, celui qui réussit, en fait, il a tendance à prendre tout le marché. En tout cas, dans tout ce qui est innovation électronique, innovation dans le domaine il y a des secteurs où celui qui réussit, il a tendance à prendre en tout cas une grosse part du marché. On peut dire que les premiers ordinateurs portables Apple, par exemple, ils ont créé les normes du produit. Apple, ses ordinateurs, c'est lui qui a créé les premières icônes, l'ergonomie des premiers ordinateurs portables avec les icônes sur lesquelles on clique. Ça, c'est Apple qui l'a inventé. Les ordinateurs, ils avaient des bouts ronds, du point de vue de l'esthétique. Et vous voyez que ces icônes, cette interface par icône et ces bouts ronds, c'est quelque chose qui est resté dans tous les ordinateurs à la suite. Il a créé les normes du produit. Bon, pour ça, il faut dire que Steve Jobs, il est extrêmement doué. Et on peut regarder la tablette, par exemple. Il a effectivement créé la norme de la tablette. Et après, les imitateurs, bon, parfois, ils ont fait un peu plus petit. Mais grosso modo, elle ressemble énormément à l'iPad qu'il a lancé, quoi. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Alors, une innovation architecturale, j'en ai cherché dans l'agroalimentaire. Il n'y en a pas beaucoup. Mais on en trouve une quand même. C'est justement, on en a parlé tout à l'heure, Nespresso.
système Nespresso, ils avaient inventé, je ne sais plus à quelle époque, mais ils avaient inventé en 1970, ils ont déposé le premier brevet sur la capsule Nespresso. L'intérêt de cette capsule, c'est qu'elle est hermétique et donc qu'elle conserve l'arôme du café très bien parce qu'elle est hermétique. Donc ils ont créé ce brevet en 1970 et après ils ont cherché quoi en faire. Et ils ont ramé. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver quoi faire de cette capsule. Ils ont essayé de les vendre au café, hôtel, restaurant, la capsule. Simplement, en fait, c'est une technologie chère. Hein. Et en fait, ça a un débit, cette capsule, qui n'est pas très important pour un café, hôtel, restaurant. Et in fine, ça fait la tasse de café beaucoup trop coûteuse pour un café, hôtel, restaurant, qui a besoin de faire une bonne marge quand même sur les cafés qui sortent. Et qui a besoin d'un débit de café qui soit rapide. Donc, ils sont adressés à un marché pour lequel ça n'a pas marché du tout. Et pendant 20 ans, ils ont cherché. Et à un moment, ils ont décidé de créer une entité à part pour s'occuper de ça. Une entité à part du groupe Nestlé. Il faut savoir que le groupe Nestlé, c'est un groupe très hiérarchisé et qui est très attaché aux produits alimentaires, à la qualité des produits qu'il fait, et très axé sur ses produits. Et donc, cette innovation, peut-être qu'elle ne rentrait pas très bien dans l'ADN, dans la culture de Nestlé, dans son rapport à ses produits. Et finalement, eh bien, ils ont réussi à trouver ça quand ils ont recruté quelqu'un qui ne venait pas de chez Nestlé et qui l'ont mis dans une filiale à part. Et là, il a fini par trouver quoi faire de cette capsule en créant le système Nespresso qu'on connaît maintenant, qui est cette capsule qui est une innovation technologique, qui est aussi des machines qui sont adaptées à cette capsule et qui sont elles aussi brevetées. Hein. Tout ça est couvert par un nombre de brevets absolument considérable. Et ce qui est important à voir, c'est que c'est aussi un placement marketing de cette consommation de café qui est très haut de gamme, avec un réseau de boutiques qui sont très belles, avec un design très, très, très épuré, très, très joli, très luxe. Donc, et avec un club, quand vous achetez les capsules Nespresso, vous appartenez à un club. Si vous allez dans la boutique, il y a un endroit où vous pouvez vous servir du café Nespresso. Et le rapport au client est extrêmement élaboré pour vous faire sentir quelqu'un de particulier. Et les capsules sont chères, et le café est très bon. Et le café, en tout cas, effectivement, il y a des gens qui ne trouvent pas très bon, mais on peut dire qu'en tout cas, les goûts, de toute façon, les qualités organoleptiques des produits sont très impactées par l'image qu'on en a, par la représentation mentale qu'on en a. Et comme il est positionné haut de gamme, il est forcément très bon. Mais en plus, il y a des tas de partenariats pour faire ce café. Nespresso a des partenariats avec les fabricants d'équipements pour faire les machines. Hein. Ce n'est pas Nestlé qui fait les machines, il ne sait pas faire. Hein, Nestlé, il sait faire des produits agroalimentaires. Donc c'est des partenariats avec des équipementiers qui font les machines. Et aussi avec un grand groupe de négoce qui assure un approvisionnement en cerises de café qui soit de très grande qualité. Et aussi avec une société financière qui finance les agriculteurs qui cultivent ce café. Et il y a des normes pour qu'ils cultivent le café, c'est-à-dire que ce grand groupe de négoce, finalement, gère la relation aux agriculteurs qui font le café pour qu'ils fassent les bonnes variétés, avec les bonnes pratiques culturelles, pour que le café, in fine, soit très bon. Et aussi un partenariat avec l'ONG Rainforest Alliance, qui, pour Nestlé, a fait un label développement durable, allégé, moins rigoureux, parce que c'est quand même Nestlé. Hein, c'est un gros groupe, un énorme groupe agroalimentaire, un des premiers. Hein, donc un label atténué. Donc voilà, donc vous voyez toute une architecture avec des innovations technologiques, des partenariats, un positionnement commercial qui est tout à fait particulier, une manière d'acheter son café comme on ne l'avait jamais fait auparavant, puisqu'en fait, soit on va en boutique, soit on commande le café par Internet. Et on va le chercher soit à la poste, soit en boutique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Et tout un univers du produit qui est extrêmement sophistiqué. Et là, vous voyez qu'ils ont créé en fait un produit qui en fait il n'existe pas. C'est une autre manière de consommer du café. Et ça représente, Nespresso, il paraît que ça représente 30% de toute la marge du groupe Nestlé. Donc c'est le jackpot, quoi. C'est vraiment hyper rentable.
Alors, au début, ils étaient les seuls, puisqu'avec leur brevet, personne ne pouvait faire. Alors, vous remarquerez qu'il y a aussi un geste très particulier quand on met la capsule dans la... Ils ont aussi étudié l'ergonomie. Hein, Donc ça, c'est des rapports d'usage. Souvent, en fait, il y a des choses qui sont de l'ordre du geste qui vont fidéliser les clients. La façon de poser la capsule dans la machine, elle est importante. Ça fait partie de la fidélisation du client à la capsule Nespresso. Et c'est vrai que quand vous offrez un Nespresso à vos amis, bah, vous leur dites quelque chose de votre sophistication, de votre appréciation. Vous êtes quelqu'un de qualité qui aime le bon café. Hein, et vous offrez aussi, en fait, vous dites aussi un petit peu quelque chose de votre portefeuille, parce que c'est quand même, les capsules de café sont quand même extrêmement chères. Hein, je crois que c'est trois fois plus cher au moins 3 fois plus cher que du café en paquet. Hein. Mais ça, c'est le cas de tous les biens de consommation. Les biens de consommation sont, tous ceux qui sont un petit peu chers, sont à la fois des biens de consommation et à la fois des signes de classe sociale. En fait. On signifie sa classe sociale par sa voiture, par son habillement et par ce qu'on mange. Mais ça a été très futé de la part de Nespresso d'utiliser ça. Hein. Ça a été très intelligent d'utiliser ça, mais bon, ça leur a pris du temps. Donc, une innovation architecturale dans l'agroalimentaire.